Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique, et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires, pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cet épisode. Aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, Vinciane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je t'ai découverte il y a quelques semaines et j'ai eu l'occasion de faire une hypnose régressive avec toi et j'avais envie qu'on aborde ce sujet qui est tellement passionnant. Et j'ai déjà plein de questions pour toi. Mais avant qu'on passe aux questions, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci Sarah déjà de me recevoir aujourd'hui et de faire cet échange qui va être vraiment, à mon avis, super puisque ça va toucher principalement la plupart des personnes puisque le thème qu'on va aborder aujourd'hui, l'hypnose régressive, en fait peut aider sur pas mal de problématiques. Donc moi, je m'appelle Vinciane Texier, je suis praticienne en hypnose transpersonnelle et en même temps formatrice. Et également, j'accompagne les personnes grâce à la numérologie karmique, donc vraiment dans le cadre de rendez-vous alloués vraiment qu'à cette thématique-là. Mais c'est vrai que je ne suis pas arrivée à cette profession-là par hasard, puisque j'ai eu, comme je dirais, une vie antérieure dans ma propre vie, puisque j'ai un parcours à la base dans l'esthétique. Je me suis dirigée assez tôt en fait dans cette branche-là, j'avais 17 ans. Et je sentais déjà que j'avais besoin de prendre soin des gens, que c'était vraiment une mission de vie pour moi. Et en même temps, j'avais un attrait pour tout ce qui était artistique, donc j'étais vraiment professionnelle dans le maquillage en fait. J'ai même fait ça pendant 6 ans, parce que j'ai été manager d'une boutique de maquillage de luxe pendant 6 années à Lyon. Et puis j'ai eu une épreuve de vie qui du coup a remué pas mal de choses dans ma vie, puisque ma maman est tombée malade, ça a été un cancer qui était très grave. Et donc, elle ne s'en est pas remise puisqu'elle est décédée de ce cancer au bout de 2 années de longs combats. Et de l'avoir accompagnée dans ce cheminement-là m'a fait prendre conscience à quel point, en fait, la vie pouvait être courte et que c'était important de mettre du sens dans ce qu'on faisait tous les jours, pas seulement que le week-end finalement ou pendant les vacances, parce qu'on passe énormément de temps au travail. Et j'ai envie de dire par synchronicité, je n'ai pas envie de parler de hasard parce que je n'y crois vraiment plus, mais par synchronicité, je suis arrivée sur le chemin de l'hypnose spirituelle de régression, puisque ça s'appelait comme ça dans les années où je me suis formée. On parle aussi d'hypnose régressive, l'hypnose transpersonnelle. J'ai envie de dire que c'est plusieurs thèmes en fait qui parlent de la même chose. Donc, par synchronicité, je suis arrivée à cette formation-là. Ça a été une vraie révélation pour moi, en fait, cette méthode. Et du coup, très rapidement, j'ai su que j'allais vouloir en faire mon métier. Avant de me former, j'ai vécu une expérience avec une thérapeute qui faisait déjà cette méthode-là. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez impressionnant à vivre, en fait, au départ. Ouais, c'est troublant en fait de se dire que est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu plus de ce que c'est pour qu'on puisse rentrer dans le sujet et que ce soit compréhensif pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est du coup cette hypnose, spirituelle régressive, transpersonnelle? En anglais, je crois que c'est quantum, Quantum healing, j'aurais un doute. Alors après, en anglais, en fait, celle qui est la plus connue, c'est Dolores Cannon qui a lancé sa méthode, puis sa fille a repris derrière, puisque Dolores Cannon n'est plus de ce monde. En anglais, je te dirais une bêtise, je sais que c'est Quantum Healing, et après, j'ai plus la suite. ouais, c'est quelque chose avec quantum. QQHT, il me semble, Oui, quelque c'est un chose peu comme comme ça. ça. Ouais, j'arrive plus à voir le détail des lettres. Mais c'est en effet une méthode en fait qui est anglo-saxonne, qui a été développée essentiellement par des Canadiens et des Américains. Au départ, on peut citer même Michael Newton, qui était donc hypnothérapeute, et du coup qui, tout bêtement, en voulant donner des solutions aux gens qui l'accompagnaient, tout simplement trouver quelles étaient l'origine en fait
d'un mal psychologique, les faisait régresser, tout simplement pour revenir à ce qui avait causé en fait cette peur ou ce mal psychologique, en pensant que la personne allait régresser dans sa vie actuelle. Et en fait, il s'est aperçu, notamment avec une patiente, que la personne était partie dans une autre vie, en fait. Alors que lui était très rationnel à la base, hein, n'avait pas de croyance en particulier. Et la personne lui a décrit un environnement complètement inconnu, où elle avait un autre sexe, elle était un homme, où elle avait un autre corps. Et là, il a commencé à comprendre que finalement, la personne était partie ailleurs. Il n'a pas compris tout de suite au départ où est-ce qu'elle était. En tout cas, là où c'était impressionnant dans cette expérience, c'est que la personne, quand elle est revenue, lui, il a, j'ai envie de dire, géré sa séance un petit peu comme il l'aurait fait dans une régression dans la vie actuelle. Et la personne, quand elle est revenue vraiment à elle, puis après qu'elle a vécu un petit peu sa vie, elle est revenue vers lui, en fait, le problème était résolu. Et donc, il s'est rendu compte qu'en faisant régresser cette personne dans un lieu un peu inconnu comme ça, en fait, il avait résolu sa problématique. Ça a commencé comme ça. Donc, Michael Newton, lui, a eu cette expérience-là, et Dolores Cannon, avec son mari, ont fait ça pendant une cinquantaine d'années, en fait, régresser des gens dans des vies passées, et puis ils ont même exploré alors d'autres vies hein, qui seraient vraiment plus loin que la Terre, sur d'autres planètes. Donc là, c'est encore un autre champ des possibles. Tout ça pour dire que, en fait, l'hypnose régressive, spirituelle de régression, transpersonnelle, c'est vraiment une méthode qui permet d'élargir le champ des possibles pour remonter vraiment à la problématique précise de la personne, qu'elle soit dans cette vie, qu'elle soit dans une autre vie, vie antérieure, vie future peut-être, vie simultanée, ou que ça soit même une mémoire transgénérationnelle. Finalement, en fait, on ouvre la possibilité à la personne de se reconnecter à ce qui a besoin. Et c'est vraiment la différence par rapport à, par exemple, l'hypnose type ericksonienne, où du coup, je veux dire qu'on ferme un petit peu les frontières, hein, on ne parle pas d'autre chose que la vie actuelle de la personne, ce qui fait que finalement, si la problématique vient d'ailleurs, bah, on ne trouve pas la solution. Et tu me disais la dernière fois que, du coup, quand tu fais hypnose régressive, c'était un peu comme si, que tu avais 3 piliers, celle où tu pouvais revenir dans ton enfance, les mémoires transgénérationnelles et les vies passées, les vies entre, enfin, les moments entre les vies aussi, et puis tout ce qui peut être du coup, et là on est-ce que tu as l'impression qu'il y a, alors j'aime pas trop dire comme ça, mais j'espère que tu me comprendras, que chaque pilier a son degré de spiritualité, et est-ce que du coup, ça implique que la personne doit être ouverte? Tu vois, par exemple, Oui, j'ai compris ta question. tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mhm. Mmh. Alors, en fait, c'est vrai que c'est une très bonne question. Les personnes que je reçois dans mon cabinet ou en visio, en séance, n'ont pas forcément des croyances bien installées en la réincarnation, par exemple. J'ai des fois des personnes qui viennent vers moi parce qu'on leur a dit va vers Vinciane, elle pourra t'aider. Et les personnes ne se sont même pas renseignées de la façon dans laquelle je travaillais. Donc finalement, quand je leur pose la question, puisque je la pose à chaque fois au moment de l'entretien au départ, en quoi vous croyez? Est-ce que vous avez une pratique religieuse? Il y a beaucoup de personnes qui me disent je ne sais pas. En fait, je ne crois en rien, ou je ne suis pas sûre, en tout cas, qu'il y ait quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et finalement, ça fonctionne quand même. Après, la base de l'hypnose, c'est aussi de comprendre les filtres de la réalité de la personne. Ça veut dire que si je commence à parler pendant la séance d'hypnose de réincarnation, alors que la personne dans l'entretien m'a clairement dit que pour elle, la réincarnation, ce n'était pas possible, qu'avant la naissance, il n'y a rien et qu'après la mort, il n'y aura rien, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Donc, il y a un moment donné, je vais aussi accompagner la personne en fonction de ses croyances. C'est important pour qu'elle puisse se sentir entendue, écoutée. Et alors là, la magie de l'hypnose, entre guillemets, fonctionne. Et est-ce que du coup, alors, quand tu es en hypnose, il y a le subconscient, du coup, tu vas explorer le subconscient. Est-ce qu'il y a un risque que ton ego soit quand même un petit peu là et ils te disent: «Non mais attends, là là tu pars trop loin», ou essayer de s'imaginer autre chose, ou peut-être une réalité qu'ils préféreraient, enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton ego peut avoir quand même une action, même si du coup on est vraiment profondément, en hypnose et qu'on est vraiment dans le subconscient, est-ce que notre ego peut biaiser un petit peu l'expérience? Oh, je pense, oui. L'ego peut clairement biaiser l'expérience, puisque finalement, l'ego ne peut pas être supprimé, même pendant 2 heures.
C'est pas parce qu'on est dans un état d'hypnose que l'ego est supprimé. Non, il reste toujours là. Ça fait partie de notre personnalité, notre intégrité. Et en fait, automatiquement, la séance va être canalisée par le consultant avec les filtres de son ego. Donc, c'est là où, après, c'est le rôle du praticien en hypnose de, j'ai envie de dire, bien faire son travail, c'est-à-dire que pendant l'entretien, de bien comprendre quelles sont les attentes de la personne par rapport à la séance et sa démarche. Quand la personne vient vers moi, c'est d'ailleurs la première question que je lui pose après avoir posé le cadre des 3 heures qu'on passe ensemble, parce que je garde la personne 3 heures. C'est qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Pourquoi vous venez vers moi? Alors, dès lors, déjà, où j'ai les problématiques ou les priorités, comment dire, après, c'est beaucoup plus simple pour moi de conduire la personne dans la séance d'hypnose et de déjouer, de repérer aussi des fois si c'est de l'ego, si c'est du mental. Ça, j'ai envie de dire que c'est l'intuition du praticien en hypnose mais la personne ne le sait même pas, finalement, en fait. Elle ne le ressent même pas. D'accord. Et est-ce que du coup, toi, par rapport à ça, tu utilises, tes dons de médiumnité pour justement, et ton intuition, ouais, comme tu disais, pour, déjouer un petit peu, ça? Oui, alors la médiumnité, c'est un vaste débat pour moi. C'est quelque chose qui est déjà présent pour moi depuis le début de ma naissance, en fait. C'est une longue histoire, je vais essayer de la faire la plus synthétique possible. Euh, c'est vrai que quand j'étais tout bébé, j'avais entre déjà 0 et 6 mois, je me rappelle de choses très très précises qui se passaient dans ma chambre la nuit. Et j'avais pas forcément, je ne faisais même pas du tout la différence entre ce qui était visible de l'invisible. Donc j'avais des perceptions qui étaient très 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 marquées. Et c'était même pas forcément agréable. Et puis en grandissant, il y a des choses qui se sont coupées, estompées. Puis après, c'est revenu à l'adolescence, c'est reparti. Au moment du décès de ma maman, là, c'est revenu de façon accrue. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai eu en outil, j'ai mis plus ou moins en sourdine. Et j'avoue qu'avec la pratique de l'hypnose, ça a complètement excellé, c'est-à-dire que à force de placer les gens dans un état modifié de conscience, parce que finalement, si on reprend un petit peu les bases de l'hypnose, c'est ça, on ralentit les fréquences cérébrales de la personne en lui provoquant une relaxation du corps et de l'esprit. Et finalement, quand je mets la personne dans cet état-là, je me mets moi-même dans cet état-là. Les fréquences cérébrales ralenties, c'est tout simplement les fréquences cérébrales dans lesquelles les médiums sont plongés quand ils le souhaitent pour avoir de l'information. Donc finalement, c'est un état de médiumnité, l'hypnose, et notamment l'hypnose transpersonnelle. Donc c'est vrai que mes capacités ont vraiment, vraiment augmenté quand j'ai pratiqué cette méthode-là. Et quand je pratique, en effet, c'est très, très, très souvent où je suis dans l'expérience avec la personne, je perçois ce que la personne voit, en sachant que j'interviens pas, en fait, pendant la séance. En hypnose, on est censé respecter l'expérience de la personne sans la modifier, puisqu'on peut aussi créer des faux souvenirs, donc c'est grave. C'est important de respecter ça. Après, là où ça m'aide beaucoup, c'est quand la personne a tendance à être dans l'analyse et qu'elle est clairement bloquée dans le mental, puisque ça peut arriver, et que j'ai quelques informations qui me viennent, je peux, de façon très subtile, poser une question, par exemple du style, est-ce que si je vous dis ça, ça résonne ou pas? Si ça ne résonne pas en vous, laissez de côté. Mais ça permet des fois de désamorcer pas mal de situations. Et c'est aussi beaucoup pour ça que les personnes viennent me voir, parce qu'ils savent que si jamais ils ont un petit blocage à un certain moment, ben je peux leur sortir la carte joker, entre guillemets, de la médiumnité. Mais c'est rare, j'évite de le faire. D'accord. Ouais, c'est intéressant du coup que tu puisses utiliser tout ça et que tu puisses guider. De toute façon, je pense que la personne qui vient te voir, elle a besoin de sécurité. Et si elle sait que tu as ce cadre-là pour elle et que l'espace est sain, et en tout cas, tu vois, il n'y a pas de... Enfin, tu pars loin en plus. Donc, tu vois, si toi, tu es là et que tu peux la guider au mieux, je pense que c'est une des qualités enfin, que tu dois avoir si tu la guides comme ça. Ouais. C'est sûr. La sécurité, ça reste vraiment un des paramètres primordiaux, en fait, déjà pour que la séance réussisse, pour que la personne parte en état d'hypnose. Parce que c'est pas magique, finalement, si la personne n'a pas confiance, si elle n'est pas en confiance avec le praticien, elle ne part pas. Sinon, on pourrait voir dans les journaux des faits divers, des personnes mises en état d'hypnose contre leur gré, et c'est bien sûr pas possible. Donc oui, la sécurité est très importante. Ça me fait penser un peu à, je sais pas si tu regardais plus jeune la série Charme. Et en Oui, ah fait, non, c'était ma série préférée quand même. elle était exceptionnelle cette série et en fait,
tu sais, toutes les démons ou enfin toutes les personnes, il fallait qu'elles les acceptent chez eux et qu'elles leur disent: «OK, tu peux rentrer chez moi» et en fait, c'est un petit peu pareil, en fait, avec l'hypnose ou toutes ces pratiques, énergétiques, spirituelles. C'est OK, en fait, je fais le pas de venir et donc du coup, «j'autorise» entre guillemets cette relation, en tout cas cet échange. Mais si ça se passe pas, bah, en fait, c'est pas possible. Ouais. Et oui, exactement. Non, c'est complètement ça. C'est une belle illustration que je pourrais reprendre d'ailleurs pour expliquer aux personnes l'hypnose quand je les reçois en entretien. Complètement. Est-ce que, OK, donc tu me parles de médiumnité, après tu l'utilises, selon, le ressenti avec la personne. Hem, bon, j'ai un petit peu regardé aussi sur ton site internet, donc je sais qu'il y a, voilà, plein de petites choses qui vient avec ça. Je l'ai en anglais, Akashic Records. Les archives akashiques ou les annales akashiques. OK, ouais, les archives OK, je préfère le attends, C'est plus les facile à dire en anglais, il me c'est plus semble. facile à dire en anglais, ouais. Akashic Records. Les Ouais, on va dire Akashic Records. Akashic Records. J'ai du mal, il est tôt ici ce matin. Est-ce que c'est du coup quelque chose qui t'aide aussi ou c'est pas du tout, enfin, comment toi tu perçois ça et est-ce que ça t'aide toi justement, dans la guidance avec tes clients? Alors en fait, les archives akashiques ou les Akashic Records, hem, je dirais que c'est presque mon bureau de travail en fait. C'est le lieu où je travaille puisque en fait, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est en fait un champ d'information qui est à l'infini puisqu'en fait, c'est là où toutes les formes de vie sont enregistrées dans l'univers. Là où toutes les informations de notre âme aussi sont enregistrées. Et en fait, c'est partout dans l'univers. C'est dans le vide, en fait. Il n'y a pas de vide, en fait. C'est que de l'information. Mais c'est également dans tout notre corps, en fait. Dans toutes nos cellules. Dans chacun de nos atomes. C'est pareil, on dit qu'il y a du vide. Mais en fait, c'est pas du vide. C'est d'information. Et l'akasha, en fait, se situe là. Quand la personne est dans des fréquences cérébrales ralenties en grande méditation, ou en état d'hypnose, en fait, on a un accès direct à l'inconscient si on questionne. Et si on est autorisé, bien sûr, c'est aussi ce que je fais à chaque fois, de demander l'autorisation des guides, des maîtres ascensionnés, des guides aussi, du praticien, du consultant. Voilà, c'est important de le faire. Et en fait, on accède à ce grand champ d'informations, ces archives akashiques, où à l'intérieur, en fait, on va trouver toutes les informations de l'âme de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle a pu vivre dans des vies passées, qui peuvent être en lien avec les problématiques qu'elle rencontre dans cette vie actuelle, des peurs inexpliquées, des maux physiques, en fait, tous les problèmes, j'ai envie de dire, que vous rencontrez dans votre vie, qu'ils soient relationnels, au point de vue de la santé, au point de vue de la psychologie, au point de vue de peut-être même de votre rapport au monde, ça peut être une grande source d'information. Ben, en fait, tout est dans cette base de données. C'est un petit peu le Google en fait c'est un peu le Google en fait de l'âme de la personne. Toutes les mémoires transgénérationnelles bien sûr sont à l'intérieur aussi. Les mémoires de l'univers sont à l'intérieur. Donc bien sûr, oui. C'est mon office. Mmh. C'est mon office, les archives akashiques. OK, de ce que tu me dis, ouais, en fait, j'ai tellement de questions pour toi. J'ai 2 questions qui me viennent par rapport à ce que tu me partages. La première, c'est du coup, dans ce Google spirituel ou énergétique, on peut l'appeler comme ça si on veut. Est-ce que, du coup, tu dis qu'il y a toutes les informations de l'âme et donc du coup, des mémoires transgénérationnelles? Et c'est une question que je me suis déjà posée, mais j'ai jamais osé la poser. Je sais pas trop D'accord. pourquoi, mais donc là, tu es dans ta vie, OK? On est incarné dans cette vie, on a des mémoires transgénérationnelles des ancêtres qu'on a dans cette vie-là, mais est-ce que du coup, en tant qu'âme, tu as accès à tes mémoires transgénérationnelles de toutes les vies que tu as pu vivre? C'est vrai que c'est une bonne question. Finalement, je me suis jamais portée sur ce sujet-là. Par contre, c'est vrai que j'ai remarqué, une chose, surtout sur quelques séances que j'ai pu mener, c'est qu'on peut accéder à des mémoires transgénérationnelles qui sont également des mémoires karmiques. Mmh. Je m'explique. J'ai eu, une consultante un jour qui, m'a rapporté des secrets de famille de, je crois que c'était sur 4 générations au-dessus, où elle était son arrière-arrière-arrière-grand-mère, bien au-dessus. Et en fait, elle a été cette grand-mère-là, dans une vie passée. Et elle est revenue en tant que descendante pour épurer cette mémoire. Waouh! Donc en fait, c'était à la fois une mémoire transgénérationnelle et à la fois une mémoire karmique.
Ce qui était plus impressionnant dans ce cas-là, c'est que cette personne, en fait, ne savait évidemment pas la vie de cette grand-mère qui était bien au-dessus. En fait, elle est rentrée chez elle, elle a fait des recherches dans sa généalogie, elle a posé des questions, elle est allée voir les gens de sa famille. Et en fait, elle avait exactement eu les mêmes infos qu'elle a pu vérifier ensuite après, qu'elle n'avait pas avant de faire la séance, quoi. Et là, Mmh. c'était vraiment assez, c'était bluffant. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait cette possibilité-là d'être un de ses ancêtres de cette famille terrestre-là dans cette vie actuelle. Après, je crois que ta question était un peu différente dans le sens, est-ce qu'on peut avoir accès aux mémoires transgénérationnelles d'une personne qu'on aurait été dans une autre vie passée? Parce que Sincèrement, je n'ai pas la réponse. quand on parle des ancêtres, enfin, moi, je sais que quand je fais mes petits rituels ou quand je fais, tu vois, mes petites cérémonies toute seule et tout, j'aime bien dire, j'aime bien, bah, du coup, appeler mes guides ou mes animaux de pouvoir ou voilà, mais Mhm. aussi de remercier mes ancêtres, mais aussi nos ancêtres. Comme si, tu vois, j'étendais un petit peu parce qu'au final, on est tous connectés et j'ai toujours cette sensation de me di enfin, tu sais, ouais, cette question de me dire: «Mais est-ce qu'en fait, quand on parle de nos ancêtres et quand on fait ce travail justement de transgénérationnel et de mémoire passée plutôt du coup lié à la famille, donc tout ce qui va être psychogénéalogie, famille, enfin secret de famille, etc. Est-ce qu'on remonte en fait beaucoup plus loin que cette vie-là en fait, tu vois? Et c'est vraiment une Mhm. question que je me pose, mais je sais pas s'il y a une réponse aussi, tu vois? Je pense que tu es dans le vrai. En effet, quand on travaille pour libérer nos ancêtres, on travaille pour libérer nos ancêtres là, en général. Alors, ça amène à un autre sujet. En fait, j'ai la sensation qu'on travaille par couche aussi. C'est-à-dire que la personne, quand elle vient me voir, ben, un petit peu comme toi quand tu es venu la première fois, en fait, l'inconscient va en général nous amener très rapidement d'abord à nos premiers ancêtres qui nous concernent, c'est-à-dire nos parents. Parfois les grands-parents, parfois les arrière-grands-parents. Mais en fait, la première séance reste un petit peu dans ce cercle-là, comme si c'était la première couche. Et parfois même, c'est juste une régression dans l'enfance du consultant, parce qu'il y a des blessures qui sont là. La personne, quand elle vient me voir une deuxième fois, là, on peut avoir accès parfois à des vies antérieures. Ça y est, là, on commence à élargir un petit peu le champ d'action. Comme si l'âme permettait d'accéder petit à petit à des mémoires qui sont de plus en plus éloignées, tu vois. Donc ça aussi, c'est un paramètre. Et en plus de ça, sur le plan collectif, mais ça ouvre à beaucoup de sujets ta question, euh, j'ai la sensation aussi qu'il y a des âmes qui sont venues pour épurer du karma collectif et pas forcément qu'un karma individuel. Ça, je l'ai souvent eu en retour de guide. Donc, qui viennent pour épurer un karma, que ça soit même au point de vue du karma du pays. J'ai eu ça aussi, des personnes qui viennent pour épurer des mémoires de guerre spécifiquement en France. Mais c'est la première fois qu'ils viennent en France, finalement, en termes de vie, d'incarnation. Euh, Expérimenter un grand besoin de liberté, par exemple en France, c'est pour ça qu'ils s'incarnent en France, alors qu'avant, ils n'étaient pas du tout dans ce pays-là, dans d'autres vies. Donc je pense que tu es dans le vrai, dans le sens où oui, on vient tous pour épurer, nettoyer, il y a une grosse part d'individuel la plupart du temps, et sur certaines âmes évoluées, bah, elles viennent en fait pour le collectif. Et là, ça touche plus grand, en fonction de l'avancement, de l'éveil de l'âme de la personne. Mmh. Voilà, Oui, bah, j'essaye de ne pas trop compliquer. non, c'est tellement vaste et tu vois, c'est difficile à comprehend, je l'ai pas en à compréhender? Ça se dit en français? Alors, soit tu comprends, soit à comprendre, soit à intégrer, peut-être plus. Ouais, plus à intégrer, ouais, À c'est intégrer. difficile à intégrer parce qu'en fait, c'est tellement enfin, c'est juste dingue, en fait, tu vois? Qu'on puisse accéder à tout Mm. ça et enfin, waouh, tu Et vois? c'est surtout à quel point ça peut soulager aussi les Ouais. personnes, en fait, d'accéder à ces informations-là. Parce que c'est vrai que comme ça, on en parle, ça a l'air Mmh. spectaculaire, puis ça a l'air magique, donc on a envie d'y aller. Moi, ce qui m'a vraiment convaincue dans cette méthode, c'est pour ça que j'y suis restée, que je m'embête pas d'ailleurs, mais c'est à quel point ça peut soulager les personnes, en fait. Quand il y a des relations qu'on comprend pas dans une famille, par exemple, ou des personnes qui vraiment sont en froid avec leurs parents et elles comprennent pas, en fait, qu'est-ce qui se joue, pourquoi leur père est, par exemple, très autoritaire dans cette vie. Bah, en fait, quand elles réaccèdent à la mémoire en lien, par exemple, avec ce parent, et qu'elles comprennent finalement que dans l'autre vie, c'est elles qui ont été autoritaires avec ce père, et Mmh. bah du coup, tout de suite, en fait, quand elle revient, la personne se dit, ok, en fait, je comprends qu'est-ce qui se joue dans cette vie. Ça permet de retrouver de la sérénité. Bon, là, j'ai pris un exemple comme ça, Ouais. mais c'est finalement que ça, cette méthode, juste apaiser les émotions.
Oui, et puis du coup, ça apaise ton corps et comme on en parlait, ça t'ancre aussi différemment, ça retire enfin, ça décristallise aussi quelques émotions Mmh. et tu es beaucoup plus présente, je pense, dans ton corps, quand tu fais, Et tu acceptes ton incarnation. Parce qu'on a tous décidé d'être là, de s'appeler comme on s'appelle, on a choisi nos parents, on a choisi nos frères et sœurs, on a choisi de vivre aussi tous les événements qu'on vit dans cette vie pour nous amener à un chemin d'éveil. mmh, Et donc, en fait, je pense que ça nous aide à une forme d'acceptation et en fait, quand on accepte notre incarnation, on accepte son corps aussi, quelque part. On fait de la place, comme on se disait tout à l'heure, quand tu enlèves des mémoires, tu fais de la place. Et et en du effet, on coup, est mieux. ça vient à ma prochaine question la question de la responsabilisation, de se responsabiliser. Est-ce que tu as certains certaines clientes qui viennent et qui, en fait et je pense que c'est totalement humain et je juge pas du tout et je voilà, je pense que Mmh. ça peut même être inconscient d'aller blâmer vraiment tout ce qui a pu se passer avant et se déresponsabiliser dans cette vie-là. Comment toi t'amènes justement cette notion de responsabilité qui est super importante Mmh. parce qu'effectivement, on a choisi de s'incarner dans cette vie-là. On a choisi nos Oui. parents, on a choisi de passer par ces leçons-là, tu vois? Et il y a cette notion qui est et je pense qu'elle est biaisée dans notre société, la responsabilité, c'est on n'aime pas parce que du coup, c'est là où on doit payer nos factures et on a vraiment cette Mmh. croyance par rapport à ça, alors que ça nous donne beaucoup de pouvoir aussi. Comment toi, du coup, tu vois cette notion et comment tu essaies de l'intégrer, du coup, dans tes séances avec tes clientes? Et comment Mmh. toi, du coup, si tu as un exemple personnel, enfin, voilà, nous raconter un petit peu? Bien sûr. Déjà, je pense que la responsabilisation, ça va avec l'éveil, Mmh. et le développement personnel. Donc j'ai envie de dire, par chance, j'ai, quasiment que des consultants qui viennent me voir qui sont plus dans, comment dire? Dans la révolte en se disant que de toute façon, eux n'y peuvent rien et que c'est la faute des autres. J'ai jamais, jamais, jamais de personne qui se présente, dans cette posture-là. Donc finalement, j'ai pas le travail, à l'inverse, à faire pour les aider à se responsabiliser parce que sincèrement, ils le sont déjà, ou alors en tout cas, ils sont vraiment en chemin pour le faire. Mmh. Donc là-dessus, je pense que c'est en lien avec l'éveil spirituel. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, je pense que si vous êtes rendu à un moment de votre vie où ça y est, vous vous rendez compte à quel point finalement votre existence peut changer et que vous pouvez être heureux juste par vous-même en changeant votre comportement, votre façon de penser, mais en fait, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et à mon sens, c'est ça l'éveil spirituel. Mmh. Après, c'est vrai que c'est un point intéressant que tu amènes là, parce que quand on est dans la thérapie, on peut vite avoir tendance à vouloir sauver le monde. Ça a été le cas quand j'étais dans les tout débuts du monde de la thérapie. Là, maintenant, ça y est aussi, je comprends qu'il faut parfois laisser du temps aux gens pour évoluer de leur côté, et que c'est à eux de faire en fait le pas et la démarche s'ils ont besoin d'être aidés. Euh, et puis, et alors, après, c'est aussi dans la façon où moi j'accompagne les gens. Les gens viennent me voir une séance, ça dure 3 heures. Ils ont à peu près deux ou trois questions qui vont être mises en lumière pour driver cette séance, parce qu'après, il y a beaucoup de personnes qui ont Mmh. beaucoup, beaucoup de demandes, mais en 3 heures, on ne peut pas faire du bon travail sur une liste de 20 choses à traiter. Euh, mais je dis jamais aux personnes, par exemple, vous devez me revoir encore une fois, deux fois. Non, justement, je les responsabilise, je leur donne leur autonomie et je leur propose un cadre de travail pendant 3 heures et après, je leur demande vraiment de laisser intégrer la séance. Et s'ils en ressentent le besoin, je leur dis, vous ressentirez l'appel de revenir faire une séance et je vous laisserai revenir vers moi. Mais vraiment, c'est dans ma façon de travailler, de les responsabiliser et de les laisser autonomes. Mmh. Ouais, C'est c'est important, ça. important. Mmh. Ouais. Ouais, non, parce que dans ces pratiques-là, même si effectivement il y a cet éveil et ces prises de conscience, on peut vite, revenir à pas un état de victime, mais en tout cas se Mm. déresponsabiliser et parce que c'est plus facile aussi de blâmer les autres que tu vois, de stand up for yourself, comme on dit. Donc ouais, C'est ça. effectivement, des fois on a peut-être ce raccourci de dire: «Ah ouais, mais en fait, non, bah, non, 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 pas tout de suite» ou Tu vois, je pense que c'est des personnes qui ont pas encore, qui sont pas arrivées encore à ce cheminement où elles prennent conscience finalement qu'elles sont aussi créatrices de leur réalité. Du moment où on prend conscience qu'on change en fait notre réalité, enfin même notre vie, on peut, si on a envie d'être heureux, tout à coup, on peut devenir heureux en fait. Mais voilà, ça demande un petit peu de cheminement.
Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et puis je pense que c'est une exploration ou un travail de toute une vie parce que, ouais, il y a tellement de choses qui viennent sur notre chemin que, ça remet toujours en cause. En tout cas, ça nous remet toujours dans cette, oui, dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on fait, où est-ce qu'on a envie d'aller et du coup, ça nous responsabilise et c'est voilà, c'est constant, quoi. C'est pas, une fois je me responsabilise et c'est bon, c'est passé, quoi. C'est tous C'est les ça, jours. exactement. Est-ce que, alors, j'ai fait une séance avec toi il y a 2 semaines maintenant. Ouais, ça fait 2 semaines. Mmh. Tu m'as du coup, c'est quelque chose que tu prépares, c'est pas, quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Tu m'as donné 2 audios, qui étaient d'une trentaine de minutes, donc des méditations, des relaxations bien particulières. Quel est ton rapport à la méditation et comment tu l'utilises du coup enfin, je sais que l'hypnose, c'est une forme plus poussée qu'une méditation guidée, mais du coup, comment tu l'abordes, la méditation, même toi, du coup, dans ta vie personnelle? Oui. Oui, c'est un super sujet ça aussi. Alors je vais essayer d'être synthétique. Oui, alors en fait, c'est vrai que la méditation, finalement, on parle aussi des états modifiés de la conscience, comme à mon sens, un petit peu comme l'hypnose, où on arrive aussi dans cet même état où on est dans des fréquences ralenties pour vraiment aller canaliser de l'information. Alors ça fait partie aussi de mon activité où en fait je suis surrogate. Alors je sais qu'aux États-Unis, le terme est assez connu parce que c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement médium. Je suis un support médiumnique, par exemple, pour un praticien en hypnose régressive comme moi, mais qui va, lui, me mettre, moi, en état d'hypnose pour canaliser de l'information pour des personnes qui n'ont pas envie de vivre, en fait, l'hypnose, par peur de rester bloquées dans le mental, aussi pour des personnes qui ont des pathologies psychiatriques, en fait, qui empêchent la pratique de l'hypnose. Donc, je suis régulièrement mis dans cet état-là, modifié de conscience, donc j'y vais assez rapidement maintenant parce que je suis assez entraînée. Et du coup, je vais naviguer dans les vies antérieures des personnes pour récupérer de l'information. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie qui est assez prenante dans mon activité. À titre personnel, quand j'ai le temps, je médite. J'ai 2 enfants en bas âge, donc je ne vais pas vendre du rêve à ceux et celles qui nous écoutent. 2 garçons qui bougent beaucoup, qui me demandent beaucoup d'attention. Et malheureusement, la méditation a un tout petit peu quitté mon quotidien. Et c'est bien triste parce que ça me fait beaucoup de bien. Notamment le premier confinement, j'en ai abusé de la méditation et c'était un abus qui m'était très bénéfique. Comment je médite? J'aime beaucoup des guidances, tout simplement sur YouTube, hein. Puis aussi les mantras m'ont beaucoup aidé. La pratique des mantras, je trouve que c'est très puissant, très profond. Pour les personnes qui ont tendance à analyser les choses, mettez-vous au mantra, vous verrez à quel point ça aide. Et par rapport à mes séances d'hypnose, oui, j'envoie 2 audios qui font, comme tu disais, chacun 30 minutes et qui finalement aident la personne à rentrer dans l'état d'hypnose plus facilement le jour de notre séance. Tout simplement parce que dans le cerveau, en fait, ça fait un réseau neuronal quand vous entendez pour la première fois ma voix et la musique. Et la deuxième fois, quand vous réécoutez vos audios, ça devient une habitude pour le cerveau. Ce qui fait que quand on est le jour de la séance, vous reconnaissez ma voix, entre guillemets, votre inconscient la reconnaît, vous reconnaissez la musique et en fait, vous glissez dans l'état d'hypnose. Il y a moins de C'est tout résistance. simplement, voilà, moins de résistance. Exactement. Mmh. Non, ça m'a emmenée loin à chaque fois. Des fois, et c'est dingue parce que du coup, je pense que c'est là la différence, c'est quand je vais méditer, que je vais faire une méditation guidée, par exemple. Des fois, moi aussi, hein, ça m'arrive de m'endormir et de pas comprendre ce qui se passe pendant la méditation. Alors que là, tu vois, avec tes audios, même s'il y a un moment où je partais et je me souviens même, enfin, j'entendais ta voix, mais je comprenais pas, tu vois, j'étais là, mais j'étais pas là. Je me réveillais toujours à la fin de la séance. Tu vois, donc là, Mhm. c'est là la différence, en fait, avec la méditation et donc du coup, ces préparations ou l'hypnose, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu te réveilles comme si que, je sais pas moi, enfin, tu as les yeux grands ouverts et ça y est, tu es prêt pour reprendre ta journée, tu vois? C'était assez impressionnant à chaque fois, même la nuit, quand je l'écoutais la nuit, à chaque fois, même si, tu vois, j'étais fatiguée, hop, j'avais les yeux grands ouverts, j'éteignais mon téléphone et puis je m'endormais, quoi, c'était trop En fait, tu es entre les fréquences cérébrales juste avant le sommeil, donc du coup, tu as cette sensation de te rapprocher du sommeil, c'est pour ça que tu es semi-consciente. Et puis, dès lors où je claquais des doigts, où il y avait le gong dans l'audio, hop, ça se remettait dans un état d'éveil normal, avec des fréquences cérébrales un petit peu plus rapides. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Ouais, non, ça me fait rire, enfin, ça me fait rire, ça me fait sourire en tout cas à chaque fois de se rendre compte, à quel point le cerveau est, enfin c'est juste magique en fait. Il y a tellement de choses à explorer, tellement de, ouais, enfin, on pourrait en parler des heures, hein, mais Oh oui, quand c'est c'est passionnant comme ça, oui. c'est vraiment incroyable. J'avais une dernière question. J'en ai encore Mmh. plein, mais bon, on va dire que j'en ai encore une dernière. Hem, comment ah non, en fait, j'en ai 2. Je vais m'autoriser à te poser encore 2 Vas-y, je questions. t'en prie. Tu utilises aussi du coup la numérologie karmique. Oui. Comment tu l'utilises, en fait, dans tes séances? Que ce Mmh. soit par rapport aux mémoires, transgénérationnelles, par rapport à, enfin, en fait, comment ça se passe et qu'est-ce que c'est, du coup, la numérologie karmique? On a parlé un petit peu des mémoires karmiques avant. Et la deuxième question, qui a pas forcément de rapport avec celle que je viens de t'énoncer, mais du coup, comment toi, dans ton quotidien, sachant que tu guides, en fait, les personnes dans des hypnoses, dans des vies passées et cetera, comment tu arrives à garder, entre guillemets, hein, les pieds sur terre ou à t'ancrer Mmh. ou à Ah, avoir un c'est une peu bonne question. l'esprit, cartésien? Tu vois, en plus, tu as des enfants, donc comment, en Mmh. fait, tu arrives à faire l'harmonie entre tout ça? Voilà, c'est mes deux dernières questions. Alors pour répondre à la première, par rapport à la numérologie karmique, en fait, je suis, juste pour la petite anecdote, parce que tu viens de me parler de mes enfants, j'ai connu cet outil-là il y a quelques années en étant dans une conférence en numérologie où, la conférencière qui avait bien 75 ans, m'a complètement bluffée, par, bah, l'analyse des nombres, hein. C'était vraiment la thématique de la conférence. À la fin de la conférence, je suis allée la voir, je lui ai donné juste la date de naissance de mon fils avec qui on avait vraiment des problèmes, de compréhension, on avait du mal à comprendre comment il réagissait. Il se trouve que c'est un haut potentiel, donc du coup maintenant on a compris, mais on était vraiment dans une grande détresse. Et juste avec sa date de naissance, elle a réussi à me donner exactement tout le caractère, les traits d'expression de mon fils. Alors j'étais complètement bluffée à la fin, et c'était devenu comme une évidence, un peu comme l'hypnose il y a quelques années, où je me suis dit, je veux me former à cette technique, et je veux me former avec vous, bien sûr. Donc cette dame m'a formée. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai intégré cet outil dans mon accompagnement. Alors, c'est très vaste la numérologie. En fait, pendant les séances d'hypnose, ce que je fais, parce que ça me démange en fait, de prendre juste la date de naissance du consultant, ce qui me donne en fait juste la visibilité du chemin de vie de la personne. C'est-à-dire que de façon générale, je vais voir le pourquoi la personne s'est incarnée dans cette vie. Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, qu'est-ce qu'elle est venue transcender. On peut voir aussi s'il y a des dettes karmiques dans la date de naissance, juste avec ça. Donc ça me permet à la fin de toucher 2 mots, au consultant, s'il y a des choses que j'ai besoin de lui transmettre. Je le dis jamais avant la séance d'hypnose pour pas suggérer quoi que ce soit. Et quand je reçois les personnes en rendez-vous juste en numérologie karmique, là, je leur demande tout leur prénom de naissance, leur nom de famille de naissance, la date de naissance. Et alors là, en fait, je vois carrément, bah, en fait, toute la vie de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle est venue traverser, ce qu'elle est, là où elle a plus de difficultés, là où sont ses atouts. Donc, en fait, ça peut énormément guider les personnes dans des reconversions professionnelles. Aussi, on voit la profondeur de l'âme de la personne. Si ça fait longtemps qu'elle chemine, euh, qu'est-ce qu'elle traverse dans son année numérologique aussi, parce qu'il y a des années qui sont plus compliquées que d'autres. La compatibilité entre deux personnes. Qu'est-ce que deux personnes vont venir se faire travailler ensemble aussi. Donc ça, dans le couple, bah, ça donne énormément de réponses. Euh, on peut vraiment tout voir finalement. C'est un bel outil. On voit tous les déséquilibres karmiques. Là où dans les vies passées, ben, il y a eu des choses qui ont péché, entre guillemets. Hein, je parle jamais de bien ou de mal. Mais tout ce qui est pris d'un côté doit être rendu de l'autre. Donc, il y a des choses aussi que la personne traverse dans sa vie actuelle parce que bah, elle doit expérimenter l'inverse de ce qui s'est passé avant. C'est une grande source d'information, la numérologie karmique. Et je trouve très complémentaire à l'hypnose transpersonnelle. Ça aide aussi dans les... On parlait des mémoires transgénérationnelles. En fait, quand par exemple, il y a des choses qui se passent, des schémas répétitifs dans une famille, il y a des personnes que j'accompagne vraiment dans l'étude de leur arbre généalogique. Donc là, j'ai besoin, pareil, de tous les prénoms de naissance, nom de famille de naissance, date de naissance de tous les ancêtres qui peuvent être connus. Et on va aller identifier, pointer des dettes karmiques. Par exemple, pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, on a le 19. Le 19, c'est une dette karmique en lien avec l'autorité, la tyrannie.
Et on peut voir dans certaines familles des personnes qui ont plusieurs 19 dans les dates de naissance, et puis aussi des 19 cachés dans les noms de famille, les prénoms. Ça peut être des mémoires de guerre, ça peut être des mémoires de violences physiques incestueuses, enfin, ça peut être plein de choses. C'est très vaste. Mais ça apporte énormément de lumière. Voilà pour ta première question, et j'ai bien sûr oublié la deuxième. La deuxième, c'était par rapport à ce que tu fais du coup dans ta vie professionnelle. Comment tu arrives à garder les pieds sur terre, surtout avec tes deux boulots, et du coup à trouver justement cet équilibre entre ce monde invisible et cette incarnation de vie en fait. Oui, c'est vrai que c'est Si tu as des vraiment une très bonne conseils. question. Ouais, et si tu as des Euh, conseils du coup pour ceux qui nous écoutent. oui, bien sûr. Euh, Alors c'est bien d'être médium, hein, de connecter à plein de choses. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment la mode, en plus de développer ses perceptions. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir justement pour ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire l'avocat du diable et de parler un petit peu aussi des choses qui sont pas sympas dans la médiumnité. Dans le sens où c'est bien d'être ancré dans son corps, c'est là où on est bien dans son corps. Et si on n'est pas installé dans son corps comme il faut, ben, du coup, on a tendance à être en effet en dehors de son incarnation, ne pas profiter de ses proches. Et c'est une des périodes que j'ai pu connaître quand j'ai commencé l'hypnose et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué au début, parce que ça a demandé de l'effort, un petit peu comme toute pratique qu'on commence. Puis j'avais, comme m'avait dit une médium, les pieds au niveau de la tête. Donc j'étais complètement désincarnée. Vraiment la solution pour ceux et celles qui sont touchés, j'ai envie de dire, par cette médiumnité qui n'est pas toujours simple, qui vous réveille la nuit peut-être, qui vous donne de l'hypersensibilité auditive, parce que le bruit est très difficilement gérable quand on a la médiumnité qui passe par les oreilles, comme moi. C'est du calme, c'est du temps dans la nature, c'est aller marcher, s'aérer, l'extérieur en fait. Tout ce qui va permettre de vous ancrer au sol, le sport. Il y a pas, ça paraît simple comme ça, mais en fait, si vous le faites pas, du coup, c'est là où vous n'êtes pas bien. Vous êtes tout le temps un peu dans la lune. Ça nécessite de revenir en soi. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple au départ. J'ai dû trouver cet équilibre, me faire aussi accompagner par des personnes qui avaient plus de bouteilles que moi à l'époque. On n'a pas de honte à se faire accompagner quand on est thérapeute, surtout dans les débuts. Et à part le sport, vraiment les balades dans la nature, l'extérieur, le soleil, franchement, il n'y a rien d'autre que ça qui, Mmh. qui est vraiment bénéfique. Ouais, c'est vraiment revenir à tes sens et de le vivre en pleine présence, quoi. C'est vraiment Complètement. revenir à ça. Ça peut être une fuite, la spiritualité aussi, hein. Bien sûr. Euh, Puis on reparle de responsabiliser parce que du coup, on est dans les étoiles et des fois, on oublie un petit peu qu'on a une et vie on fuit nos responsabilités. bien sûr. C'est humain. Totalement. C'est humain, mais c'est vrai que ça nous dessert si on a tendance à perdurer dans ce fonctionnement-là. Donc, Mmh. autant. Ouais. Est-ce que, OK, alors j'ai une dernière une dernière question, Vas-y, je t'en pardon. prie. J'adore. Du coup, ouais, tu parles de cet équilibre et de revenir, en fait, à des choses beaucoup plus simples, en fait, à revenir à soi, à revenir à ses proches, à du moment présent et de la pleine conscience, de la pleine présence. Heu, Toi, du coup, ton bureau, tu disais que c'était je l'ai plus en français. Recording Voilà, akashique. recording akashique. Est-ce que ça t'est arrivé d'être totalement épuisé ou d'avoir des entités avec, enfin, tu vois, de pas assez te protéger parce que peut-être que tu étais fatigué à ce moment-là, ou comment toi, du coup, tu arrives à t'en protéger, en fait, ou à protéger ton corps physique ou ton énergie? Alors, à mon sens, en fait, je pense que le plus grand ennemi que j'ai pu rencontrer, c'est moi-même. C'est-à-dire que j'ai tendance à me surmener. Mmh. C'est là où ouais, à un moment donné, je me suis mis dans le rouge et à vouloir dire oui. Tu sais, c'est toujours le même processus. C'est-à-dire que tu as envie de te donner, tu sais pas dire non, donc tu dis oui. Puis à un moment donné, en fait, c'est toi qui es dans le rouge et tu tires sur la corde. Donc moi, j'ai envie de dire, ma plus grande crainte, c'est moi-même, hein, c'est de me surmener. Alors maintenant, j'ai réussi à peu près à trouver un équilibre. En ce qui concerne les protections énergétiques, sincèrement, je pars du principe que déjà, si on n'a pas peur, il nous arrive pas grand-chose.
Si on a peur, c'est qu'on sent qu'on est attaqué. Donc ça, c'est quand même une grande règle de vie pour moi. Je suis toujours quelqu'un de très confiante. Et en plus de ça, dès lors où on fait les choses avec bienveillance et l'intention d'aider l'autre en face, bah, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et qu'il y ait des choses qui se passent mal ou qu'on se fasse attaquer. Après, à chaque fois que je démarre une séance, en fait, et quand je commence l'induction à mettre la personne dans un état de relaxation, il y a un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, je fais appel du coup aux êtres de lumière qui ont de l'amour pour toi. Et quand je t'incite à le faire pour toi, dans ma tête, je le fais également pour moi, et que mes guides, les tiens, nous protègent dans cette expérience, en fait. Donc il y a aussi cette protection que je pose là au départ de la séance, et tout se passe très très bien. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver dans le sens où, et c'est un cas sur des milliers de séances, et où bah, il y a des présences à l'intérieur du consultant. Mais là, après, moi, j'envoie vers des personnes qui sont spécialisées, pour pas citer des exorcistes, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Et puis, du coup, voilà, je suis pas formée à ça, et j'ai renvoyé à une personne que je connais bien, qui fait ça très bien. Ok. Ouais, non, ouais, Ça m'est arrivé une fois sur 1000 séances, donc c'est rare. c'est rare. Ouais, non, mais c'est important quand même de, ouais, de le dire que, en fait, que ça arrive pas tout le temps et que, comme tu le dis, si tu le fais avec bienveillance et qu'il y a cette relation d'amour et que tu le fais sans, enfin, qu'il y ait pas de mauvaises pensées ou de sous-entendus dans tout ça, en fait, il y a pas de raison Tout que se ça se passe passe bien. mal, en fait, bien sûr. Tout se passe bien. Après, je sais qu'il y a le sujet est important, c'est peut-être pour ça qu'il faut que je rajoute ça. Tout ce qui est entité, attachement, j'ai envie de dire, ça c'est monnaie courante dans l'hypnose régressive. Ça veut dire des âmes qui sont là, qui sont accrochées à la personne et qui ont juste besoin de s'exprimer, de laisser passer une émotion pour du coup s'en aller et passer dans la lumière. J'ai envie de dire, c'est une séance sur deux. Mmh. Et ça, c'est OK, et tout se passe bien, en fait, hein. Le consultant, lui, ressent juste la présence, il va juste rentrer en échange avec l'âme, et puis il y a une libération qui se fait. Donc ça, c'est normal. Pour ce que je disais tout à l'heure, c'est des cas de possession, et je veux dire, c'est 1% de la population. Donc, Non, bien sûr. par chance, je suis que sur une personne dans ce cas-là, et je l'ai réorientée. Je reviens à une référence, je sais pas si c'est des très bonnes références, mais j'adorais regarder ça aussi plus jeune, Ghost Whisperer, et ça me fait Mmh. un peu penser à ça, en fait, que c'est les âmes qui sont là, elles ont juste envie d'être entendues pour qu'elles puissent repartir, en fait, et c'est pas, il y a rien de mal à ça, et je pense que c'est très beau aussi Non. de pouvoir, Et c'est surtout les libérateur pour l'âme et pour la personne qui nourrit cette âme, parce qu'en général, ça fait des pertes d'énergie, une sensation de fatigue chronique, toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que c'est important de faire ce nettoyage-là. Mais dans notre société, enfin, en tout cas en France, je sais pas comment c'est en Californie, mais par rapport à ça, mais en France, bon, c'est pas quelque chose dont on parle couramment dans les repas de famille le dimanche en général. Non, mais non. Non, mais même ici, je pense que c'est encore des sujets qui sont, un peu tabous ou qui sont un peu cachés. Même si on a tous un avis là-dessus et qu'on est tous curieux par rapport à tout ça, on s'autorise peut-être pas encore à en parler librement, mais ça va venir, ça va venir. Je pense que les Oui, il faut. consciences Et puis même s'éveillent. pour tu vois, pour les gens endeuillés, je pense que Mmh, il y a vraiment, moi pour le coup, c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidée à traverser le deuil de ma maman. C'est cette technique, j'ai trouvé assez fabuleuse. Donc, on peut rentrer en contact avec des défunts, et ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Voilà. bien sûr. Non, Mmh. c'est important, ouais, de le poser ici et de le faire quand c'est juste pour nous aussi et quand ça résonne, quoi. Ouais. Mmh. Waouh! Merci. Merci à toi. C'était incroyable, merci pour ton énergie et puis pour, l'espace qu'on a créé, et j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné des clés ou en tout cas des pistes de réflexion, sur ces techniques-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes prochains projets? Oui. Pour celles qui sont intéressées. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, tout simplement pardon, vincianetexier.com. Donc, Vinciane, c'est avec un seul N à la fin. Donc, moi, je donne des séances à 50% du temps en visio. Donc, j'ai des gens maintenant un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Mes projets, c'est un jour, rapidement même, c'est lancer des séances en anglais. C'est un Ouh! projet qui me tient à cœur, et vraiment, vraiment, j'ai envie de le faire. Il faut que
juste que je prenne le temps de le faire pour pouvoir toucher aussi toutes les personnes qui ont envie de vivre ça en anglais. Donc voilà, ça c'est un de mes projets. Après, je suis également formatrice pour Séverine Barbier, qui du coup est la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle. Donc je donne des formations en visio et bientôt des formations en présentiel aussi à Lyon si le Covid nous laisse tranquille. Sinon ça restera en visio. Voilà pour mes projets. J'aimerais aussi, alors je peux toujours faire tous mes projets. J'aimerais faire des ateliers en numérologie aussi, former les personnes à dresser leurs thèmes, accompagner leurs proches en fait à mieux se connaître. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je ne sais pas encore quand je vais avoir le temps de le mettre en place. Mais oui, essentiellement, vous pouvez me retrouver sur mon site internet vinciennetexier.com. Sinon, je suis sur tous les réseaux, Instagram, Facebook. Voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Je mettrai les liens de toute façon dans la description, comme ça les personnes pourront te retrouver facilement. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais et pour l'énergie que tu diffuses. Et voilà, merci du fond du cœur pour ce beau moment partagé. Merci à toi, Sarah. À bientôt. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et comme toujours, plein d'amour, de lumière et prenez soin de vous.